Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, quoi que vous fassiez, vous finissez toujours par attirer le même type de personne? Pourquoi, après une relation destructrice, vous jurez de ne plus jamais vous impliquer avec quelqu'un comme ça? Et pourtant, des mois ou des années plus tard, vous voilà de nouveau, dans la même dynamique, avec les mêmes problèmes, comme prisonnier d'une boucle infernale que vous n'arrivez pas à briser. Carl Jung a passé sa vie entière à étudier ce phénomène. Il a analysé des centaines d'études de cas, des patients qui venaient le voir complètement perdus, incapables de comprendre pourquoi leur relation se terminait toujours de la même façon douloureuse. Et Jung a découvert quelque chose qui va complètement changer votre façon d'appréhender vos choix amoureux. La réponse n'est pas dans votre présent. Elle n'est pas dans votre apparence physique, votre situation professionnelle, les endroits que vous fréquentez ou les personnes que vous connaissez. La réponse est cachée dans un endroit beaucoup plus profond, dans votre enfance, dans les premières années de votre vie, dans les blessures que vous ne vous souvenez même plus porter, mais qui continuent d'être actives, opérant silencieusement, guidant chacune de vos décisions amoureuses. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment votre enfance vous a programmé pour attirer exactement le type de personne que vous attirez. Pourquoi ces attractions semblent si irrésistibles, même lorsque votre esprit logique sait qu'elles sont dangereuses. Et plus important encore, comment vous pouvez enfin briser ce cycle et commencer à attirer des personnes qui sont réellement bonnes pour vous. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Il ne s'agit pas de blâmer vos parents, il ne s'agit pas de vous victimiser, il s'agit de compréhension. Parce que lorsque vous comprenez l'origine d'un schéma comportemental, vous gagnez du pouvoir sur lui, vous cessez d'être l'otage de l'inconscient et vous commencez à faire des choix conscients et cela change tout. Commençons par le concept fondamental que Jung a développé. Le complexe inconscient, c'est l'un des concepts les plus importants de toute la psychologie analytique, et le comprendre va changer la façon dont vous vous voyez. Imaginez-le comme une mélodie lancinante, un refrain persistant de votre passé qui influence vos choix présents. Selon Jung, nous portons tous des complexes. Ce sont des groupes d'émotions, de souvenirs et de schémas de comportement organisés autour d'expériences marquantes. Pensez aux complexes comme à des programmes informatiques qui tournent en arrière-plan dans votre esprit. Vous ne les voyez pas, vous ne savez pas qu'ils sont là, mais ils influencent constamment la façon dont vous percevez le monde, comment vous réagissez aux situations et, surtout, par qui vous êtes attiré. Et les complexes les plus puissants se forment dans l'enfance, lorsque notre cerveau est le plus malléable et nos expériences les plus impactantes. Avant l'âge de 7 ans, votre cerveau était comme une éponge, absorbant tout sans filtre, sans capacité de remettre en question ou de rejeter. Tout ce que vos parents ont fait, ont dit ou ont omis de faire a été gravé comme vérité absolue sur ce que signifie l'amour, la sécurité et la relation. Pensez à votre enfance. Comment était la relation de vos parents entre eux? Comment était leur relation avec vous? Receviez-vous de l'affection de façon constante ou deviez-vous conquérir l'attention? Vous sentiez-vous en sécurité? Ou viviez-vous dans un état d'alerte? Vos besoins émotionnels étaient-ils satisfaits ou ignorés? Ces expériences ont créé ce que Jung appelait l'imago parental, une image interne de ce que signifie être aimé, de ce que signifie une relation, de ce que signifie l'intimité. Et cette image devient le modèle inconscient que vous utilisez pour évaluer des partenaires potentiels pour le reste de votre vie. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez une jeune fille dont le père était émotionnellement distant. Il était physiquement présent, mais n'était jamais émotionnellement disponible. Ne lui demandait jamais comment elle allait, ne validait jamais ses sentiments, ne démontrait jamais d'affection de façon spontanée. Elle a appris, sans mots, que l'amour masculin c'est ça, présence physique, mais absence émotionnelle. Cette jeune fille grandit, devient une femme,
Et lorsqu'elle rencontre des hommes émotionnellement disponibles, quelque chose en elle ne connecte pas. Ils semblent faibles, ils semblent en demande, ils semblent étranges. Mais lorsqu'elle rencontre un homme émotionnellement distant, exactement comme son père, quelque chose en elle s'allume. Elle se sent attirée, se sent défiée, se sent chez elle, comme un retour aux sources. Elle peut passer des années à essayer de conquérir cet homme distant, à essayer de le faire s'ouvrir, à essayer de gagner l'affection qu'il ne s'est pas donnée. Elle va s'efforcer 10 fois plus qu'elle ne le devrait, va accepter des miettes, en pensant qu'un jour elle recevra le gâteau entier, va interpréter le moindre geste d'attention comme une preuve qu'il l'aime, même lorsque toutes les évidences montrent le contraire. Et lorsqu'elle finit par abandonner et s'en va, elle rencontre un autre homme exactement pareil, peut-être avec un autre visage, un autre nom, une autre profession. Mais l'essence est la même, la distance émotionnelle est la même, la dynamique est la même, et le cycle continue, une véritable spirale infernale. Non pas parce qu'elle est stupide, non pas parce qu'elle est masochiste, non pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce que son inconscient est programmé pour reconnaître ce schéma comme amour. Son cerveau a appris que l'amour c'est ça, et lorsque l'amour véritable apparaît, il ne se registre tout simplement pas. Voici où ça devient perturbant. Si l'amour dans votre enfance est venu accompagné de douleur, d'inconsistance ou de négligence, votre cerveau a appris que amour et douleur vont de pair, que intimité et insécurité sont la même chose, que pour être aimé, vous devez travailler dur, prouver votre valeur, conquérir l'approbation de quelqu'un qui ne donne pas d'affection facilement. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est émotionnellement disponible, aimant de façon constante, présent et sûr, quelque chose en vous ne reconnaît pas ça comme amour. Ça semble étrange, ça semble ennuyeux. Il semble manquer quelque chose. Ce quelque chose qui manque, c'est la douleur familière que vous avez appris à associer avec la connexion émotionnelle. D'un autre côté, lorsque vous rencontrez quelqu'un émotionnellement indisponible, inconsistant, qui vous fait travailler pour des miettes d'affection, quelque chose en vous s'allume, ça semble familier, ça semble amour, ce froid dans le ventre, cette anxiété, cette montagne russe émotionnelle. Votre inconscient reconnaît le schéma et dit « c'est ça ». On a trouvé, Jung a écrit que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça la destinée. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous pensez que vous choisissez librement vos partenaires, mais en vérité, vous êtes guidé par des programmations qui ont été installées avant même que vous ayez la capacité de les remettre en question. Maintenant, je vais vous expliquer les principaux schémas de blessures primaires que Jung a identifiés et comment chacun d'eux se manifeste dans vos choix amoureux. Soyez attentifs, parce que vous allez probablement vous reconnaître dans au moins l'un d'eux. Le premier schéma, c'est la blessure d'abandon. C'est l'une des blessures les plus douloureuses et les plus communes. Si vous avez expérimenté l'abandon dans l'enfance, que ce soit physique, avec un père qui est parti, ou émotionnel, avec des parents qui étaient là présents, mais jamais réellement disponibles, vous avez développé une peur profonde et constante d'être quitté. Cette peur n'est pas rationnelle. Elle vit dans votre corps, dans votre système nerveux. Il se peut que vous soyez dans une relation parfaitement stable, et pourtant, vous vous réveillez en pleine nuit, le cœur battant la chamade, craignant que l'autre personne ne vous quitte. Et cette peur se manifeste de deux manières principales. La première est l'attachement excessif. Vous vous accrochez à votre partenaire. Vous avez besoin d'une validation constante. Vous êtes anxieux quand il tarde à répondre à vos messages. Vous interprétez toute distance comme un signe qu'il va vous abandonner. Ce comportement étouffant pousse souvent le partenaire à s'éloigner, créant exactement l'abandon que vous craigniez. La seconde forme est encore plus paradoxale. Vous choisissez des personnes qui sont déjà émotionnellement indisponibles, des personnes engagées,
Des personnes qui indiquent clairement qu'elles ne veulent rien de sérieux. Des personnes qui montrent déjà des signes qu'elles vont partir. C'est comme si vous vouliez contrôler l'abandon, en choisissant quand et comment il va se produire, au lieu d'attendre que cela arrive. Carl Jung observait que la psyché a une tendance à recréer des situations traumatisantes dans une tentative inconsciente de les résoudre. C'est comme si une partie de vous croyait que si vous réussissez à faire en sorte que cette personne émotionnellement indisponible vous aime, vous allez enfin guérir la blessure de l'abandon originel. Mais cela ne fonctionne jamais, parce que vous essayez de résoudre un problème du passé dans le présent, avec les mauvaises personnes. Le deuxième schéma est la blessure de rejet. Cette blessure se forme quand l'enfant apprend que ce qu'il est n'est pas suffisant. Si vous avez été rejeté dans votre enfance, que ce soit pour qui vous étiez, pour ce que vous ressentiez ou pour ce que vous exprimiez, vous avez appris très tôt que l'existence en tant que vous-même n'était pas permise. Peut-être avez-vous entendu dire que vous étiez trop intense, trop sensible, trop pleurnichard, trop dramatique. Peut-être que vos parents voulaient un enfant différent, avec d'autres caractéristiques, d'autres intérêts. Peut-être que vous ne vous êtes jamais senti vraiment vu et accepté tel que vous étiez. Le résultat est que vous avez développé une hypersensibilité à tout signe de désapprobation. Un regard de travers vous fait déjà tout remettre en question. Une petite critique vous dévaste déjà. Vous vivez constamment en surveillant les réactions des autres, en essayant de prévoir s'ils sont sur le point de vous rejeter. Et vous attirez des personnes qui exigent exactement cela. Des personnes qui veulent que vous changiez, que vous vous adaptiez, que vous soyez moins vous-même pour être aimé. Des personnes qui trouvent toujours quelque chose qui ne va pas chez vous, quelque chose qui doit être corrigé, amélioré, modifié, et vous acceptez. Parce qu'inconsciemment, vous croyez que vous devez vraiment changer pour mériter l'amour. Ce schéma est particulièrement courant chez les enfants de parents narcissiques. L'enfant apprend que sa fonction est de satisfaire les besoins des parents, et non d'avoir ses propres besoins satisfaits. Et dans sa vie d'adulte, il continue d'attirer des narcissiques qui attendent la même chose, qu'ils s'annulent, qu'ils s'adaptent, qu'il existe en fonction de l'autre, comme un personnage de Molière qui ne vit que pour plaire. Le troisième schéma est la blessure d'humiliation. Cette blessure est particulièrement cruelle parce qu'elle attaque directement la façon dont vous vous voyez. Si vous avez été constamment critiqué, ridiculisé ou humilié dans votre enfance, vous avez internalisé une voix critique qui ne cesse jamais de parler. Peut-être que vos parents faisaient des blagues sur vous devant les autres. Peut-être qu'ils vous comparaient constamment à vos frères et sœurs ou à d'autres enfants. Peut-être que chaque erreur que vous commettiez était amplifiée, rappelée, utilisée comme preuve que vous étiez incapable ou inadéquat. Le résultat est une relation extrêmement compliquée avec votre propre estime de soi. Vous pouvez osciller entre deux extrêmes. Dans certains moments, vous développez une arrogance compensatoire, en essayant de prouver au monde que vous êtes capable, compétent, meilleur que les autres. Dans d'autres moments, vous tombez dans l'autodestruction, en sabotant vos propres réussites, parce qu'au fond, vous croyez que vous ne méritez pas de bonnes choses. Et vous attirez des personnes qui continuent exactement le travail que vos parents ont commencé. Des personnes qui vous rabaissent en public, qui vous critiquent constamment, qui font des blagues à vos dépens, qui vous font sentir que, peu importe vos efforts, vous ne serez jamais suffisant. Et vous restez parce que cette dynamique est familiale, douloureuse, mais familiale, comme une vieille chanson de Barbara qui vous serre le cœur. Jung expliquait que nous attirons ce que nous avons besoin d'intégrer. Si vous portez une blessure d'humiliation non guérie, vous allez attirer des personnes qui activent cette blessure à plusieurs reprises, non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que votre psyché demande de l'attention pour cette zone qui a besoin de guérison. Le quatrième schéma est la blessure de trahison. Cette blessure se forme quand l'enfant apprend que les personnes en qui elle a le plus confiance sont capables de la décevoir profondément.
Si la confiance a été brisée dans votre enfance, que ce soit par un père qui a menti, une mère qui a promis et n'a pas tenu, un soignant qui a violé votre confiance d'une manière ou d'une autre, ou toute autre expérience de trahison fondamentale, vous avez développé une relation complexe avec la confiance. D'une part, vous avez du mal à faire pleinement confiance à qui que ce soit. Il y a toujours une partie de vous qui attend la déception, qui anticipe la trahison, qui se prépare au coup qui arrivera inévitablement. Vous pouvez même tester les gens, créer des situations pour voir s'ils vont vous trahir, presque comme une prophétie autoréalisatrice. Et paradoxalement, vous attirez des personnes qui confirment votre méfiance, des personnes qui mentent même quand la vérité serait plus facile, des personnes qui trahissent même sans raison apparente, des personnes qui brisent des promesses comme si elles ne signifiaient rien. Et chaque fois que cela arrive, votre croyance que personne n'est digne de confiance se renforce. Une partie de cela est parce que vous cherchez inconsciemment à confirmer votre vision du monde. Si vous croyez que personne n'est digne de confiance, vous allez trouver des preuves de cela partout, et vous allez ignorer ou saboter les relations avec des personnes qui pourraient prouver le contraire. Le cinquième schéma est la blessure d'injustice. Cette blessure se forme dans des environnements où l'enfant ne savait jamais à quoi s'attendre. Si vous avez grandi dans un environnement où les règles étaient arbitraires, où vous pouviez faire quelque chose aujourd'hui et être félicité, et demain faire la même chose et être puni, vous avez développé une confusion profonde sur ce qui est bien et mal. Peut-être étiez-vous puni pour les erreurs de vos frères et sœurs. Peut-être que vos parents avaient des favoris clairs et que vous n'en étiez pas un. Peut-être que vous aviez des responsabilités et des attentes beaucoup plus importantes qu'il n'était juste pour votre âge. Peut-être que vos réussites étaient ignorées tandis que les réussites des autres étaient célébrées. Le résultat est une hypersensibilité à toute forme d'injustice. Vous percevez des déséquilibres que d'autres personnes ne remarquent même pas. Vous vous sentez profondément perturbé quand vous voyez un traitement inégal, que ce soit avec vous ou avec d'autres. Et paradoxalement, vous attirez des relations où cette injustice se répète, où vous donnez plus que vous ne recevez, où vos besoins sont constamment ignorés, tandis que les besoins de l'autre sont priorisés, où vous travaillez pour maintenir la relation, tandis que l'autre se donne à peine la peine. Et vous restez en essayant d'équilibrer une balance qui a été conçue pour ne jamais s'équilibrer, comme Sisyphe et son rocher. Ce schéma, ce pattern, se manifeste fréquemment dans les relations avec des personnalités narcissiques ou des personnes présentant des traits narcissiques, parce que, fondamentalement, la dynamique narcissique est profondément injuste. Le narcissiste exige tout et offre si peu, et la personne, blessée par l'injustice, se retrouve piégée à essayer d'équilibrer une balance qui n'a jamais été conçue pour cela. Vous venez de recevoir des informations capitales sur la façon dont votre enfance a façonné vos schémas d'attraction. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas choisi ces programmations. Elles ont été installées, alors que vous étiez bien trop jeune pour les remettre en question ou y résister. Ce type de connaissance de soi est rare et précieux. La plupart des gens passent leur vie entière à répéter les mêmes schémas sans jamais comprendre pourquoi. Vous êtes en train de franchir une étape que très peu franchissent. Vous regardez à l'intérieur de vous. Le super thanks, là en dessous, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui reconnaissez que cette connaissance a une valeur transformatrice, que comprendre l'origine de vos schémas peut être le premier pas pour les changer. Si cette vidéo vous a fait voir votre histoire sous un jour nouveau, alors considérez la possibilité de contribuer. Maintenant, parlons de comment briser ces schémas, parce que une connaissance sans action n'est rien de plus que de l'information qui ne transforme rien. La première chose, c'est de rendre l'inconscient conscient. C'est la base de tout le travail jungien. Tant que vos schémas resteront dans l'ombre, ils continueront de contrôler votre vie, sans que vous ne vous en rendiez compte.
Cela signifie regarder honnêtement votre histoire, revenir à votre enfance, non pas avec nostalgie, mais avec une curiosité clinique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment vos parents se comportaient-ils l'un envers l'autre? Comment se comportaient-ils avec vous? Qu'avez-vous appris sur l'amour, sur le fait de mériter, sur votre valeur en tant que personne? Identifiez les blessures primaires que vous portez en vous. Peut-être qu'il n'y en a qu'une seule, peut-être qu'il y en a plusieurs, combinées. La plupart des gens portent au moins 2 ou 3 blessures, qui s'entrecroisent et se renforcent mutuellement. Reconnaissez comment ces blessures se manifestent dans vos choix amoureux. Regardez vos relations passées, voyez les schémas, voyez les répétitions. Ce processus peut être douloureux. Il peut faire remonter des souvenirs difficiles. Il peut vous faire ressentir des choses que vous préféreriez ne pas ressentir. Mais c'est essentiel. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Ce n'est que lorsque vous voyez clairement que la transformation devient possible. Carl Jung recommandait un processus qu'il appelait la confrontation avec l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous rejetez ou niez en vous-même. Et très souvent, les blessures primaires sont cachées dans l'ombre. Les faire passer à la lumière de la conscience est le premier pas pour les intégrer et les guérir. La deuxième chose, c'est d'observer vos schémas d'attraction, sans jugement. Qui attirez-vous de façon répétée? Quelles caractéristiques ces personnes ont-elles en commun? À quel moment de la relation les problèmes commencent-ils? Comment vous sentez-vous dans cette dynamique? Cette observation n'est pas faite pour vous culpabiliser, elle est faite pour collecter des données, pour comprendre votre schéma avec clarté, parce que ce n'est que lorsque vous voyez le schéma clairement que vous pouvez commencer à l'interrompre. La troisième chose, c'est de questionner la sensation de familiarité. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que vous ressentez cette attraction intense, cette reconnaissance immédiate, cette sensation que vous connaissez cette personne depuis toujours, stoppez-vous, questionnez-vous. Cette familiarité pourrait être votre inconscient qui reconnaît un ancien schéma et non une connexion authentique. Cela ne signifie pas que toute attraction forte est problématique, mais si vous avez un historique de relations toxiques, il vaut la peine d'examiner ce qui vous attire exactement. Et si cette attraction est basée sur une compatibilité réelle ou sur des blessures partagées, la quatrième chose, c'est d'apprendre à tolérer l'inconfortable. Ce point est crucial, et beaucoup de personnes échouent ici. Les relations saines peuvent sembler étranges. Au début, elles peuvent sembler ennuyeuses. Il peut sembler qu'il manque quelque chose. Vous pouvez regarder une personne vraiment bonne et penser que vous ne ressentez rien pour elle. Mais soyez attentifs. Cet inconfort ne signifie pas nécessairement que la personne ne vous convient pas. Cela peut simplement signifier que votre système nerveux est tellement habitué au chaos que la paix lui paraît étrange. Votre cerveau a peut-être appris à confondre l'anxiété avec la passion, le drame avec la connexion, la souffrance avec la profondeur. Une personne qui répond à vos messages de façon conséquente peut vous sembler collante. Une personne qui démontre un intérêt ouvertement peut vous sembler désespérée. Une personne qui vous traite bien peut vous sembler faible ou ennuyeuse. Questionnez ces perceptions. Elles pourraient être vos anciens schémas qui essaient de vous saboter, qui essaient de vous ramener vers le territoire familier, de la douleur. Carl Jung parlait de la nécessité de développer une nouvelle relation avec les opposés. Si vous avez toujours été attiré par le drame, vous devez apprendre à trouver de la satisfaction dans la stabilité. Si vous avez toujours couru après ceux qui fuyaient, vous devez apprendre à accepter ceux qui s'approchent. Cela demande de la pratique et de la patience. La cinquième chose, c'est de rechercher une aide professionnelle. Les blessures primaires sont profondes. Elles ont été installées dans des couches de votre cerveau qui ne répondent pas bien à la logique
ou à la force de volonté, un thérapeute spécialisé peut vous aider à accéder à ces couches en toute sécurité, à démanteler les anciennes programmations, à créer de nouveaux schémas qui servent mieux la personne que vous voulez être. Jung lui-même a traversé un intense processus d'auto-analyse qui a duré des années. Il reconnaissait que ce travail n'est pas facile et qu'il requiert fréquemment un soutien externe. Il n'y a aucune faiblesse à demander de l'aide. Il y a de la sagesse. La sixième chose, c'est de se reparentaliser soi-même. Ce concept, développé par la psychologie contemporaine, mais complètement aligné avec les principes jungiens, signifie se donner à soi-même ce que l'on n'a pas reçu dans l'enfance. Si vous avez été abandonné, apprenez à rester présent pour vous-même. Soyez là pour vous. Ne vous abandonnez pas. Lorsque les choses deviennent difficiles, ne vous fuyez pas. Si vous avez été rejeté, apprenez à vous accepter inconditionnellement. Vous n'avez pas besoin de changer pour mériter l'amour. Vous êtes déjà suffisant, exactement comme vous êtes. Si vous avez été humilié, apprenez à vous valider intérieurement. Célébrez vos réussites. Reconnaissez votre valeur. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Si vous avez été trahi, apprenez à être fiable envers vous-même. Tenez les promesses que vous vous faites. Soyez la personne en qui vous pouvez avoir confiance. Si vous avez été traité avec injustice, apprenez à vous traiter avec justice. Donnez-vous ce que vous méritez. N'acceptez pas moins que ce que vous donneriez aux autres. Cela ne remplace pas la thérapie, mais c'est un complément puissant. Chaque fois que vous répondez à vos propres besoins émotionnels, vous affaiblissez la programmation qui vous dit que vous avez besoin d'une autre personne pour vous sentir complet, et cela change fondamentalement qui vous attire. La septième chose, c'est d'être patient avec le processus. Des schémas qui ont été construits au cours de décennies ne disparaissent pas du jour au lendemain. Vous allez glisser, vous allez vous surprendre à répéter d'anciens comportements, vous allez être attiré par des personnes qui activent vos blessures. Cela ne signifie pas un échec, cela signifie que vous êtes humain. Le progrès n'est pas linéaire, c'est une spirale. Vous pouvez passer par le même point plusieurs fois, mais chaque fois d'une hauteur différente, chaque fois avec plus de conscience, chaque fois avec plus d'outils. Et petit à petit, les schémas perdent de leur force, les attractions changent, et vous commencez à être attiré par des personnes qui sont vraiment bonnes pour vous. Imaginez comme une valse lente où chaque pas vous rapproche un peu plus de la personne que vous êtes destiné à aimer. Carl Jung a écrit que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas, et vous avez déjà fait ce pas. Vous êtes ici, vous vous questionnez, vous cherchez à comprendre. Et c'est plus que la plupart des gens ne font toute leur vie. C'est comme si vous étiez au café de Flore, en pleine discussion philosophique avec Sartre et Simone de Beauvoir, remettant en question l'existence même. Je sais que ce contenu peut avoir été difficile à entendre. Regarder sa propre histoire, regarder les blessures que l'on porte, n'est jamais confortable. Mais il y a une différence fondamentale entre le malaise qui paralyse et le malaise qui transforme. Ce que vous ressentez maintenant peut être exactement le type de malaise qui précède de grands changements, comme une chenille se préparant à devenir un papillon. Jung croyait profondément en la capacité humaine de transformation. Il a vu des patients qui portaient des blessures dévastatrices réussir, grâce à un travail conscient et dédié, à changer complètement leur schéma de relation. Des personnes qui ont passé toute leur vie à attirer des partenaires qui les détruisaient, apprenant finalement à reconnaître et à choisir des personnes qui les nourrissaient, un peu comme dans Amélie Poulain, où chaque personnage cherche et trouve sa propre voie vers le bonheur. Vous n'êtes pas victime de votre enfance. Vous êtes un survivant. Vous avez traversé des choses que vous n'auriez pas dû traverser. Vous avez porté des poids qui n'étaient pas les vôtres à porter.
Vous avez appris des leçons que vous n'auriez jamais dû avoir besoin d'apprendre, et malgré tout, vous voici, vivant, cherchant à comprendre, voulant changer. C'est un peu comme le personnage de Jean Valjean dans Les Misérables, qui malgré les injustices, choisit toujours la voie de la rédemption. Cela requiert du courage. La plupart des gens préfèrent continuer à répéter les mêmes schémas, en blâmant la destinée, en blâmant les autres, en blâmant la chance. Vous faites différemment, vous regardez à l'intérieur, vous assumez la responsabilité de votre futur, même si vous n'avez pas été responsable de ce qui s'est passé dans votre passé. Imaginez, montez sur la scène de l'Opéra Garnier et chantez votre propre air malgré la peur du public. Et maintenant, avec conscience et intention, vous pouvez devenir la personne qui décide consciemment qui laisser entrer dans sa vie, plus guidé par les blessures anciennes, qui chuchotent des mensonges sur ce que vous méritez, mais guidé par la clarté et l'amour-propre, guidé par la version de vous qui comprend vos schémas et choisit différemment. Votre enfance explique qui vous attire, c'est un fait. Les premières années de votre vie ont créé les bases pour toutes vos relations futures. Mais voici la vérité libératrice que Jung a découverte à travers des décennies de travail clinique. Ces schémas ne sont pas des sentences de prison à perpétuité. Le passé a créé des schémas. Le présent peut les changer. Et le futur peut être complètement différent de tout ce que vous avez déjà vécu. Vous n'êtes pas condamné à répéter éternellement les mêmes dynamiques douloureuses. Vous avez le pouvoir de réécrire l'histoire. Pas l'histoire de ce qui s'est passé, mais l'histoire de ce qui va se passer, comme un artiste, redessinant sans cesse son œuvre, jusqu'à la perfection. Chaque fois que vous reconnaissez un schéma, il perd un peu de force. Chaque fois que vous faites un choix conscient, au lieu de réagir automatiquement, vous créez un nouveau chemin neural. Chaque fois que vous dites non au familier douloureux et oui à l'inconnu sain, vous reprogrammez littéralement votre cerveau. Et petit à petit, ce qui avant semblait impossible devient naturel. Si vous avez identifié quelle blessure primaire vous portez, commentez ici en dessous. Était-ce l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice, une combinaison? Partagez aide à processus et aide d'autres personnes à se sentir moins seules dans cette jornada d'autodécouverte. C'est un peu comme se retrouver sur les marches du Sacré-Cœur et réaliser qu'on n'est pas seul à regarder le soleil se coucher. Et si vous connaissez quelqu'un qui semble toujours s'impliquer avec les mêmes personnes erradas, envoyez cette vidéo. Parfois, la réponse que la personne a besoin est cachée dans un endroit qu'elle n'a jamais pensé à regarder, sa propre enfance.